Lecture de Totem et tabou de Sigmund Freud, paru en 1913. Chapitre 4. Le retour infantile du totémisme. La psychanalyse ayant découvert le déterminisme le plus éloigné et le plus profond des actes et formations psychiques, il n'y a pas à craindre qu'elle soit tentée de ramener à une seule source un phénomène aussi compliqué que la religion. Lorsque, par devoir ou par nécessité, elle est obligée de se montrer unilatérale et de ne faire ressortir qu'une seule source de ses institutions, elle ne prétend affirmer ni que cette source soit unique, ni qu'elle occupe la première place parmi toutes les autres. Seule une synthèse des résultats fournis par différentes branches de recherche pourra montrer quelle importance relative il faut attribuer dans la genèse des religions aux mécanismes que nous allons essayer de décrire. Mais un travail pareil dépasse aussi bien les moyens dont dispose le psychanalyste que le but qu'il poursuit. Dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous avons dégagé la notion du totémisme. Nous avons appris que le totémisme était un système qui, chez certains peuples primitifs de l'Australie, de l'Amérique et de l'Afrique, remplace la religion et fournit les principes de l'organisation sociale. Nous savons que dès 1869, l'Écossais MacLennan avait attiré l'attention générale sur les phénomènes du totémisme qui étaient jusqu'alors considérés comme des curiosités, et qu'il le fit en exprimant l'opinion que beaucoup de coutumes et usages existants dans différentes sociétés anciennes et modernes devaient être considérés comme des survivances de l'époque totémique. Depuis cette époque, la science a reconnu l'importance du totémisme dans toute son ampleur. Je citerai, comme une des dernières opinions formulées sur cette question, celle que Wundt exprime dans un passage de ses éléments de la psychologie des peuples. Je cite : « En tenant compte de tous ces faits, nous pouvons admettre, sans risquer de trop nous écarter de la vérité, que la culture totémique a constitué partout une phase préparatoire du développement ultérieur et une phase de transition entre l'humanité primitive et l'époque des héros et des dieux. » Fin de citation. Le point de vue auquel nous nous plaçons nous oblige à étudier de plus près les caractères du totémisme. Pour des raisons qu'on comprendra plus tard, je préfère suivre ici un exposé donné par Reinach qui en 1900 a formulé le code suivant du totémisme en 12 articles, sorte de catéchisme de la religion totémiste. Petit 1. Certains animaux ne doivent être ni mangés ni tués. Les hommes élèvent des individus de ces espèces animales et les entourent de soins. Petit 2. Un animal mort accidentellement est un objet de deuil et est enterré avec les mêmes honneurs qu'un membre de la tribu. Petit 3. La prohibition alimentaire ne porte quelquefois que sur une certaine partie du corps de l'animal. Petit 4. Lorsqu'on se trouve dans la nécessité de tuer un animal habituellement épargné, on s'excuse auprès de lui et on cherche à atténuer par toutes sortes d'artifices et d'expédients la violation du tabou, c'est-à-dire le meurtre. Petit 5. Lorsque l'animal est sacrifié rituellement, il est solennellement pleuré. Petit 6. Dans certaines occasions solennelles, dans des cérémonies religieuses, on revêt la peau de certains animaux. Chez les peuples vivant encore sous le régime du totémisme, on se sert à cet effet de la peau du totem. Petit 7. Des tribus et des individus se donnent des noms d'animaux totems. Petit 8. Beaucoup de tribus se servent d'images d'animaux en guise d'armoiries, dont elles ornent leurs armes. Des hommes dessinent sur leur corps des images d'animaux et les fixent par le tatouage. Petit 9. Lorsque le totem est un animal dangereux et redouté, il est admis qu'il épargne les membres du clan portant son nom. Petit 10. L'animal totem défend et protège les membres du clan. Petit 11. L'animal totem annonce l'avenir à ses fidèles et leur sert de guide. Petit 12. Les membres d'une tribu totémiste croient souvent qu'ils sont rattachés à l'animal totem par les liens d'une origine commune. Pour apprécier à sa valeur ce catéchisme de la religion totémique, il faut savoir que Reinach y a introduit tous les signes et tous les phénomènes de survivance sur lesquels on se base pour affirmer l'existence, à un moment donné, du système totémique. L'attitude particulière de l'auteur à l'égard du problème se manifeste en ce qu'il néglige dans une certaine mesure les traits essentiels du totémisme. Nous verrons plus loin que des deux propositions fondamentales du catéchisme totémique, l'une se trouve refoulée à l'arrière-plan et l'autre est complètement omise. Pour nous faire une idée exacte des caractères du totémisme, nous nous adresserons à un auteur qui a consacré à ce sujet un ouvrage en 4 volumes, dans lesquels on trouve, à côté d'une collection aussi complète que possible d'observations, la discussion la plus approfondie des problèmes qu'elle soulève. Nous n'oublierons jamais ce que nous devons à Fraser, l'auteur de Totémisme and Exogamie, alors même que nos recherches psychanalytiques nous auront conduit à des résultats s'écartant des siens.
Un totem, écrivait Fraser dans son premier travail, reproduit dans le premier volume de son grand ouvrage Totémisme and Exogamie, est un objet matériel auquel le primitif témoigne un respect superstitieux, parce qu'il croit qu'entre sa propre personne et chacun des objets de cette espèce, il existe une relation tout à fait particulière. Les rapports entre un homme et son tabou sont réciproques. Le totem protège l'homme, et l'homme manifeste son respect pour le totem de différentes manières. Par exemple, en ne le tuant pas lorsque c'est un animal, en ne le cueillant pas lorsque c'est une plante. Le totem se distingue du fétiche en ce qu'il n'est jamais un objet unique comme ce dernier, mais toujours le représentant d'une espèce animale ou végétale, plus rarement d'une classe d'objets inanimés et plus rarement encore d'objets artificiellement fabriqués. On peut distinguer au moins 3 variétés de totems. Premièrement, le totem de la tribu, se transmettant de génération en génération. Deuxièmement, le totem particulier à un sexe, c'est-à-dire appartenant à tous les membres, mâles ou femelles, d'une tribu donnée, à l'exclusion des membres du sexe opposé. Troisièmement, le totem individuel, qui appartient à une seule personne et se transmet à ses descendants. Les 2 dernières variétés de totems ont une importance insignifiante en comparaison du totem de la tribu. On a des raisons de croire qu'elles ne sont apparues que tardivement et ne représentent que des formations peu essentielles. Le totem tribal du clan est vénéré par un groupe d'hommes et de femmes qui portent son nom, se considèrent comme des descendants d'un ancêtre commun et sont étroitement liés les uns aux autres par des devoirs communs et par la croyance à leur totem commun. Le totémisme est un système à la fois religieux et social. Au point de vue religieux, il consiste dans des rapports de respect et d'égard mutuel entre l'homme et son totem. Au point de vue social, dans des obligations réciproques existant entre les membres du clan et dans des obligations de tribu à tribu. Au cours du développement ultérieur du totémisme, ces 2 aspects ont une tendance à se séparer l'un de l'autre. Le système social survit souvent au système religieux, et inversement, on retrouve des restes de totémisme dans la religion de pays dans lesquels le système social fondé sur le totémisme a déjà disparu. Étant donné l'ignorance où nous sommes relativement aux origines du totémisme, nous ne pouvons connaître avec certitude la modalité des rapports qui avaient existé primitivement entre ces 2 aspects. Il est cependant tout à fait vraisemblable qu'ils étaient au début inséparablement liés l'un à l'autre. En d'autres termes, plus nous remontons en arrière, et plus nous constatons que les membres de la tribu se considèrent comme appartenant à la même espèce que le totem, et que leur attitude envers leurs semblables ne diffère en rien de celle qu'ils observent à l'égard du totem. Dans sa description spéciale du totémisme comme système religieux, Fraser nous apprend que les membres d'une tribu se dénomment d'après leur totem et croient aussi en général qu'ils en descendent. Il résulte de cette croyance qu'ils ne font pas la chasse à l'animal totem, ne le tuent pas et ne le mangent pas, et qu'ils s'abstiennent de tout autre usage du totem lorsque celui-ci n'est pas un animal. L'interdiction de tuer et de manger le totem n'est pas le seul tabou qui le concerne. Parfois, il est aussi interdit de le toucher, voire de le regarder. Dans certains cas, le totem ne doit pas être appelé par son vrai nom. La transgression de ces prohibitions de tabou, protectrices du totem, se punit automatiquement par de graves maladies et par la mort. Des individus de la race totem sont souvent élevés par le clan et maintenus en captivité. Un animal totem, lorsqu'il est trouvé mort, est pleuré et enterré comme un membre du clan. Lorsqu'on était obligé de tuer un animal totem, on le faisait en observant un rituel prescrit d'excuses et de cérémonies d'expiation. La tribu attendait de son totem protection et faveur. Lorsqu'il était un animal dangereux, on le supposait incapable de nuire à ses camarades hommes, et dans le cas contraire, la victime était exclue de la tribu. Les serments, pense Fraser, étaient au début des ordalies. C'est ainsi qu'on s'en remettait à la décision du totem lorsqu'il s'agissait de résoudre des questions de descendance et d'authenticité. Le totem assiste les hommes dans les maladies, dispense au clan signes et avertissements. L'apparition d'un animal totem à proximité d'une maison était souvent considérée comme l'annonce d'une mort. Le totem venait y chercher son parent. Dans beaucoup de circonstances importantes, le membre du clan cherche à accentuer sa parenté avec le totem, en se rendant extérieurement semblable à lui, en se couvrant de la peau de l'animal, en faisant graver sur son corps l'image de l'animal, etc. Dans les circonstances solennelles de la naissance, de l'initiation à la maturité, des enterrements, cette identification avec le totem est réalisée en parole et en fait. Des danses, au cours desquelles tous les membres de la tribu se couvrent de la peau de leur totem et accomplissent les gestes et les démarches qui le caractérisent, sont exécutées en vue de certaines fins magiques et religieuses. Il y a enfin des cérémonies au cours desquelles l'animal est tué solennellement.
Le côté social du totémisme s'exprime surtout dans la rigueur avec laquelle on observe la prohibition, et dans l'étendue et dans l'ampleur des restrictions. Les membres d'un clan totémique se considèrent comme frères et sœurs, obligés de s'entraider et de se protéger réciproquement. Lorsqu'un membre du clan est tué par un étranger, toute la tribu dont fait partie le meurtrier est responsable de son acte criminel. Et le clan, dont faisait partie la victime, exige solidairement l'expiation pour le sang versé. Les liens totémiques sont plus forts que les liens de famille, au sens que nous leur attribuons. Les uns et les autres ne coïncident pas, car le totem se transmet généralement en ligne maternelle, et il est probable que l'hérédité paternelle n'était pas du tout reconnue au début. Il en résulte une restriction taboue, en vertu de laquelle les membres du même clan totémique ne doivent pas contracter mariage entre eux et doivent en général s'abstenir de relations sexuelles entre hommes et femmes appartenant au même clan. Nous voilà en présence de l'exogamie, ce fameux et énigmatique corollaire du totémisme. Nous lui avons consacré tout le premier chapitre de cet ouvrage. Rappelons seulement qu'elle est un effet de la phobie de l'inceste qui existe à l'état très prononcé chez le primitif. Qu'en tant qu'assurance contre l'inceste, elle serait tout à fait compréhensible dans les mariages de groupe, qu'elle vise tout d'abord à préserver de l'inceste la jeune génération, et ce n'est qu'au cours de son développement ultérieur qu'elle devient aussi une entrave pour les générations plus anciennes. À cet exposé du totémisme par Fraser, un des premiers qui est paru dans la littérature sur ce sujet, nous ajouterons quelques extraits de synthèse parus postérieurement. Dans ses éléments de psychologie des peuples, parus en 1912, Wundt écrit, je cite, l'animal totem est considéré comme l'animal ancêtre du groupe correspondant. Totem est donc d'une part un nom de groupe et de descendance, et en tant que nom de descendance, il a aussi une signification mythologique. Toutes ces significations de la notion sont cependant loin d'être rigoureusement délimitées. Dans certains cas, quelques-unes d'entre elles reculent à l'arrière-plan, les totems devenant alors un simple procédé de nomenclature des divisions du clan, tandis que dans d'autres cas, c'est la représentation relative à la descendance ou la signification sociale du totem qui passe au premier plan. La notion du totem sert de base à la subdivision intérieure et à l'organisation du clan. Ces normes ayant poussé de profondes racines dans la croyance et les sentiments des membres du clan, il en était résulté que l'animal totem ne servait pas seulement au début à désigner un groupe de membres d'une tribu, mais était aussi considéré la plupart du temps comme l'ancêtre d'un sous-groupe donné. Aussi les ancêtres animaux étaient-ils l'objet d'un culte. Abstraction faite de certaines cérémonies et fêtes cérémoniales, ce culte s'exprimait principalement par une attitude déterminée à l'égard du totem. Ce n'était pas seulement tel ou tel animal particulier, c'étaient tous les représentants de la même espèce qui étaient considérés, dans une certaine mesure, comme des animaux sacrés. Il était interdit, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, de manger de la chair de l'animal totem. Et cette interdiction avait sa contrepartie significative dans des cérémonies qui, dans certaines conditions, accompagnaient l'absorption de la chair de l'animal totem. Le côté social le plus important de cette division totémique de la tribu consiste dans les normes morales qui en résultent concernant les rapports entre les groupes. Les principales de ces normes sont celles relatives aux rapports matrimoniaux. C'est ainsi que cette division de la tribu implique un phénomène important qui apparaît pour la première fois à l'époque totémique, l'exogamie. Si, faisant la part des modifications et atténuations ultérieures, nous voulons maintenant nous faire une idée de la nature du totémisme primitif, nous pouvons la résumer ainsi. Les totems n'étaient primitivement que des animaux et étaient considérés comme les ancêtres des tribus. Le totem ne se transmettait héréditairement qu'en ligne maternelle. Il était défendu de le tuer, il était défendu aux membres d'un totem de contracter mariage avec des membres du sexe opposé reconnaissant le même totem. Fin de citation. Ce qui est fait pour nous étonner, c'est que ne figure pas dans le code du totémisme, tel que la formule Reinach, le tabou principal, celui de l'exogamie, tandis que le caractère ancestral de l'animal totem ne s'y trouve mentionné qu'en passant. Mais j'ai préféré donner l'exposé de Reinach, qui est un des auteurs auxquels nous devons la plus grande lumière sur cette question, pour préparer le lecteur aux divergences d'opinion que nous allons constater chez les savants dont nous nous occuperons. Plus on se rendait compte que le totémisme représentait une phase normale de toute culture, et plus on éprouvait le besoin de le comprendre, d'élucider l'énigme de sa nature. Tout est, en effet, énigmatique dans le totémisme. Les questions décisives sont celles relatives aux origines de la généalogie totémique, à la motivation de l'exogamie et au rapport entre la généalogie et l'exogamie, c'est-à-dire entre l'organisation totémique et la prohibition de l'inceste.
Nous devrions chercher à obtenir une conception à la fois historique et psychologique du totémisme, une conception qui nous éclaire sur les conditions dans lesquelles se sont développées ces singulières institutions et sur les besoins psychiques de l'homme dont elles sont l'expression. Or, mes lecteurs seront certainement étonnés d'apprendre que pour répondre à ces questions, des chercheurs aussi compétents les uns que les autres se sont placés à des points de vue extrêmement variés et ont exprimé des opinions entre lesquelles les divergences sont souvent considérables. C'est ainsi que tout ce qu'on pourrait dire du totémisme et de l'exogamie en général est encore sujet à caution. Et même le tableau que nous avons tracé, d'après un ouvrage de Fraser publié en 1887, exprime lui aussi un parti pris arbitraire de l'auteur qui, après avoir souvent changé d'idée sur ce sujet, n'hésiterait certainement pas à le renier aujourd'hui. Il semble naturel d'admettre que si l'on pouvait pénétrer la nature du totémisme et de l'exogamie, on ferait un grand pas vers la connaissance des origines de ces deux institutions. Mais pour pouvoir bien juger la situation, on doit avoir présente à l'esprit l'observation d'Andrew Lang, à savoir que même chez les peuples primitifs, les formes originelles de ces institutions et les conditions de leur formation ont disparu, de sorte que nous en sommes réduits à remplacer les faits qui manquent par des hypothèses. Parmi les essais d'explication préconisés, quelques-uns paraissent d'avance inadéquats aux yeux du psychologue. Ils sont trop rationnels et ne tiennent aucun compte du côté affectif des choses. D'autres reposent sur des prémices qui ne sont pas confirmées par l'observation. D'autres encore s'appuient sur des matériaux qu'on pourrait avec plus de raison interpréter autrement. Il n'est pas difficile en général de réfuter les différentes opinions émises. Comme toujours, les auteurs se montrent plus experts dans les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres que dans la partie positive de leurs travaux. Aussi n'est-il pas étonnant de constater que dans les ouvrages les plus récents sur ce sujet, dont nous ne pouvons citer qu'une petite partie, on trouve une tendance de plus en plus grande à déclarer impossible la solution générale des problèmes totémistes. Je me permets de citer ces hypothèses contradictoires sans tenir compte de l'ordre chronologique. Section 1. L'origine du totémisme. La question des origines du totémisme peut encore être formulée ainsi. Comment les hommes primitifs en sont-ils venus à se dénommer, eux et leurs tribus, d'après des animaux, des plantes, des objets inanimés? L'Écossais MacLennan, auquel la science doit la découverte du totémisme et de l'exogamie, s'est abstenu de se prononcer sur les origines du totémisme. D'après une communication de langue, il était longtemps porté à ramener le totémisme à la coutume du tatouage. Je divise les théories qui ont été publiées sur les origines du totémisme en 3 groupes. Petit a, les théories nominalistes. Petit b, les théories sociologiques. Petit c, les théories psychologiques. Petit a, les théories nominalistes. Ce que nous savons de ces théories justifie leur classement sous ce titre. Garcilaso de la Vega, descendant des Incas du Pérou, qui écrivit au XVIIe siècle l'histoire de son peuple, ramena ce qu'il savait des phénomènes totémiques au besoin des tribus de se distinguer les unes des autres par leur nom. On retrouve la même opinion 2 siècles plus tard dans l'ethnologie de Keane. Le totem, d'après cet auteur, aurait eu pour point de départ les armoiries héraldiques, par lesquelles individus, familles et tribus voulaient se distinguer les uns des autres. Max Müller a émis la même opinion dans ses contributions à la science de la mythologie. Un totem, d'après lui, serait 1. Un insigne de clan, 2. Un nom de clan, 3. Le nom d'un ancêtre du clan, 4. Le nom d'un objet vénéré par le clan. En 1899, Pickler écrivait, je cite, « Les hommes avaient besoin, pour les collectivités et les individus, d'un nom permanent, fixé par l'écriture. Le totémisme naquit ainsi, non d'un besoin religieux, mais d'un besoin prosaïque, pratique. Le noyau du totémisme, la dénomination, est un résultat de la technique de l'écriture primitive. Le caractère du totem est celui de signes d'écriture faciles à reproduire. Mais une fois que les primitifs se sont donné le nom d'un animal, ils en ont déduit l'idée d'une parenté avec cet animal. » Fin de citation. Herbert Spencer attribue également à la dénomination le rôle décisif dans la formation du totémisme. D'après lui, certains individus auraient présenté des qualités qui leur auraient fait attribuer des noms d'animaux. Ils auraient ainsi acquis des titres ou des sobriquets qu'ils auraient ensuite transmis à leur descendance. En raison de l'indétermination et de l'inintelligibilité des langues primitives, les générations ultérieures auraient conçu ces noms comme témoignant de leur descendance de ces animaux. C'est ainsi que le totémisme se serait transformé à la suite d'un malentendu en culte des ancêtres. Lord Avebury, plus connu sous le nom de Sir John Lubbock, explique exactement de même, sans toutefois insister sur le malentendu, l'origine du totémisme. Si, dit-il,
Nous voulons expliquer le culte des animaux. Nous ne devons pas oublier avec quelle fréquence les hommes empruntent leur nom aux animaux. Les enfants ou les partisans d'un homme qui avait reçu le nom d'ours ou de lion ont naturellement fait de ce nom un nom de famille ou de tribu. Il advint ainsi que l'animal lui-même est devenu l'objet d'un certain respect ou même d'un culte. Faison a formulé une objection qui paraît irréfutable contre cette tendance à vouloir déduire les noms totémiques de noms individuels. Invoquant les renseignements que nous possédons sur l'Australie, il montre que le totem est toujours une désignation d'un groupe d'hommes, jamais celle d'un individu. S'il en avait été autrement, si le totem avait été primitivement le nom d'un individu, il n'aurait jamais pu se transmettre aux enfants, étant donné le régime de la succession maternelle. Toutes ces théories que nous venons de citer sont d'ailleurs manifestement insuffisantes. Si elles expliquent pourquoi les tribus primitives portent des noms d'animaux, elles laissent sans explication l'importance que cette dénomination a acquise à leurs yeux. Autrement dit, elles n'expliquent pas le système totémique. La théorie la plus remarquable de ce groupe est celle développée par Lang dans ses ouvrages Social Origins en 1903 et The Secret of the Totem en 1905. Tout en faisant de la dénomination le noyau du problème, elle tient compte de deux intéressants facteurs psychologiques et prétend ainsi résoudre d'une façon définitive l'énigme du totémisme. Peu importe, d'après Lang, la manière dont les clans ont été conduits à se donner des noms d'animaux, qu'on se contente d'admettre qu'ils ont eu un jour la conscience du fait qu'ils portaient des noms d'animaux, sans pouvoir se rendre compte d'où ils venaient. L'origine de ces noms est oubliée. Ils auraient essayé alors d'obtenir de ce fait une explication spéculative, et étant donné l'importance qu'ils attribuent aux noms, ils devaient nécessairement aboutir à toutes les idées contenues dans le système totémique. Comme pour les sauvages de nos jours et même pour nos enfants, les noms sont pour les primitifs non quelque chose de conventionnel et d'indifférent, mais des attributs significatifs et essentiels. Le nom d'un homme est une des parties essentielles de sa personne, peut-être même de son âme. Le fait de porter le même nom qu'un animal donné a dû amener le primitif à admettre un lien mystérieux et significatif entre sa personne et l'espèce animale dont il portait le nom. Quel autre lien aurait-il pu concevoir si ce n'est un lien de sang? Ce lien, une fois admis, en raison de l'identité de nom, toutes les prescriptions totémiques, y compris l'exogamie, devaient en découler en tant que conséquence directe du tabou du sang. Je cite: trois conditions, et rien que trois, ont contribué à la naissance des croyances et pratiques totémiques, y compris l'exogamie. L'existence d'un nom d'animal, d'origine inconnue, servant à désigner un groupe, la croyance à un lien transcendantal entre tous les porteurs, hommes et animaux de ce nom, le préjugé du sang. Fin de citation. L'explication de Lang est pour ainsi dire à deux temps. Elle déduit le système totémique avec une nécessité psychologique de l'existence du nom totémique, en admettant que le souvenir concernant l'origine de ce nom s'est perdu. L'autre partie de la théorie cherche à découvrir cette origine, et nous verrons qu'elle est d'une trempe toute différente. Cette autre partie, en effet, ne s'écarte pas beaucoup de toutes les autres théories que j'appelle nominalistes. Le besoin pratique de se distinguer les unes des autres a obligé les tribus à adopter des noms, ceux de préférence que chaque tribu donnait à une autre. Ce naming from without constitue la caractéristique de la théorie de Lang. Le fait que les noms adoptés étaient empruntés à des animaux n'a rien qui doive nous étonner et n'était certainement pas considéré par les primitifs comme une honte ou une raillerie. Lang cite d'ailleurs des cas assez nombreux empruntés à des époques historiques plus proches de nous, où des noms donnés à titre de raillerie ont été adoptés et très volontiers portés par les intéressés. Les gueux, les tories, les whigs. L'hypothèse que l'origine de ce nom a été oubliée au cours des temps rattache cette seconde partie de la théorie de Lang à celle exposée précédemment. Petit b, les théories sociologiques. Reinach, qui a recherché avec succès les survivances du système totémique dans le culte et les coutumes des périodes postérieures, mais qui a négligé dès le début le caractère ancestral de l'animal totem, dit quelque part sans hésitation qu'à son avis le totémisme n'est pas autre chose qu'une, je cite, hypertrophie de l'instinct social. Fin de citation. Telle est aussi l'idée qui se trouve à la base de l'ouvrage d'Émile Durkheim en 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie. Le totem ne serait, d'après Durkheim, que le représentant visible de la religion sociale de ces peuples. Il incarnerait la collectivité qui, elle, serait l'objet propre du culte. D'autres auteurs ont cherché des arguments plus forts en faveur de cette thèse, qui attribue aux tendances sociales un rôle prédominant dans la formation des institutions totémiques. C'est ainsi que Haydon suppose que toute tribu primitive se nourrissait au début d'une seule espèce d'animaux ou de plantes, dont elle faisait même peut-être commerce,
en s'en servant comme d'un moyen d'échange contre des produits fournis par d'autres tribus. Il était donc naturel que cette tribu fût finalement connue à d'autres sous le nom de l'animal qui jouait dans sa vie un si grand rôle. En même temps, devait naître chez cette tribu une familiarité particulière avec l'animal en question et une sorte d'intérêt pour lui, fondé uniquement sur le plus élémentaire et le plus urgent des besoins humains, la faim. À cette théorie, la plus rationnelle de toutes celles relatives au totémisme, il a été objecté que l'état d'alimentation qu'elle suppose n'a été trouvé nulle part chez les primitifs et n'a probablement jamais existé. Les primitifs sont omnivores, et ils le sont d'autant plus que le niveau de leur nature est plus bas. En outre, on ne comprend pas comment cette diète exclusive a pu donner naissance à une attitude presque religieuse à l'égard du totem, caractérisée par une abstention absolue de toucher à la nourriture préférée. La première des trois théories que Fraser a formulées sur l'origine du totémisme était une théorie psychologique. Nous en parlerons ailleurs. Ici, nous ne nous occuperons que de la deuxième, qui a été suggérée à Fraser par un important travail de deux savants sur les indigènes de l'Australie centrale. Spencer et Gillen ont décrit tout un ensemble d'institutions, coutumes et croyances singulières existant dans un groupe de tribus connu sous le nom de nation Arunta. Et Fraser a adhéré à leur conclusion, d'après laquelle ces singularités seraient à considérer comme autant de traits d'un état primitif et seraient de nature à nous renseigner sur le sens premier et authentique du totémisme. Les particularités qu'on observe chez la tribu Arunta, une partie de la nation Arunta, sont les suivantes. Petit 1, les Arunta présentent bien la division en clans totémiques, mais le totem, au lieu d'être transmis héréditairement, est attaché à chaque individu. Petit 2, les clans totémiques ne sont pas exogamiques, les restrictions matrimoniales étant fondées sur une division poussée très loin en classes matrimoniales qui n'ont rien à voir avec le totem. Petit 3, la fonction du clan totémique consiste dans l'accomplissement d'une cérémonie ayant pour but de provoquer, par des moyens essentiellement magiques, la multiplication de l'objet totémique comestible. Petit 4, les Arunta ont une théorie singulière concernant la conception et la résurrection. Ils prétendent que dans certaines régions de leur pays, les esprits des morts appartenant au même totem qu'eux attendent leur résurrection et s'introduisent dans le corps des femmes qui viennent à passer dans ces endroits. Lorsqu'un enfant naît, la mère indique l'endroit où elle croit l'avoir conçu. Et c'est d'après cette indication que se trouve désigné le totem de l'enfant. Ils admettent en outre que les esprits, aussi bien des morts que de ceux qui ont subi la résurrection, sont attachés à des amulettes de pierre particulières qu'on trouve dans ces endroits-là. Deux faits semblent avoir suggéré à Fraser l'opinion que les institutions des Arunta représentent la forme la plus ancienne du totémisme. C'est d'abord l'existence de certains mythes affirmant que les ancêtres des Arunta se sont nourris régulièrement de leur totem et n'ont jamais épousé que des femmes appartenant au même totem qu'eux. C'est ensuite l'importance en apparence tout à fait secondaire que les Arunta attribuent à l'acte sexuel dans leur théorie de la conception. Or, des hommes qui n'ont pas reconnu que la conception est la conséquence de rapports sexuels peuvent à bon droit être considérés comme les plus primitifs parmi tous ceux qui vivent aujourd'hui. En prenant pour base de son opinion sur le totémisme la cérémonie Inti Shuma, Fraser crut apercevoir le totémisme sous un jour entièrement nouveau, sous l'aspect d'une organisation purement pratique, destinée à combattre les besoins les plus naturels de l'homme. Le système lui est apparu tout simplement comme une coopérative magique de grand style. Les primitifs formaient une association pour ainsi dire magique de production et de consommation. Chaque clan totémique était chargé d'assurer l'abondance d'une certaine denrée alimentaire. Lorsqu'il s'agissait non de totems comestibles mais d'animaux dangereux, de la pluie, du vent, etc., le clan était chargé de s'occuper de cet ordre de phénomènes afin de détourner ces effets nuisibles. Comme le clan ne devait pas manger de son totem, ou qu'il devait en manger à peine, il était occupé à approvisionner de ce précieux bien les autres qui, en échange, lui fournissaient ce dont ils étaient chargés à leur tour. À la lumière de cette conception, fondée sur la cérémonie Intu Shuma, il avait paru à Fraser que la prohibition de manger de son propre totem a fait négliger le côté le plus important de cette institution, à savoir le commandement de veiller autant que possible à ce que les autres ne manquent pas du totem comestible. Fraser a admis la tradition des Arunta, d'après laquelle chaque clan totémique se serait nourri primitivement, sans restriction aucune de son totem. Mais des difficultés se sont présentées lorsqu'il s'est agi de comprendre le développement ultérieur,
au cours duquel on se contentait d'abandonner le totem à la consommation des autres, en renonçant soi-même à son usage. Fraser pensa alors que cette restriction avait été dictée non par un respect religieux, mais par l'observation qu'aucun animal ne se nourrissait de la chair des autres animaux de son espèce. Et on en aurait tiré la conclusion qu'en faisant le contraire, on porterait atteinte à l'identification avec le totem, ce qui serait préjudiciable au pouvoir qu'on voulait acquérir sur lui. Ou encore, la restriction en question pouvait s'expliquer par le désir de se rendre l'animal favorable en l'épargnant. Fraser ne se faisait d'ailleurs aucune illusion sur les difficultés que présentait cette explication, de même qu'il n'osa pas se prononcer sur la manière dont l'habitude de contracter des mariages à l'intérieur de la tribu totémique a pu aboutir à l'exogamie. La théorie de Fraser, fondée sur l'Inti Shuma, se fonde sur l'affirmation de la nature primitive des institutions Arunta. Or, il semble impossible de maintenir cette affirmation en présence des objections qui ont été opposées par Durkheim et par Lang. Les Arunta se présentent plutôt comme les plus développés parmi les tribus australiennes, plutôt à la phase de dissolution qu'au début du totémisme. Les mythes qui ont fait une si profonde impression sur Fraser, parce que, contrairement aux institutions aujourd'hui en vigueur, ils proclament la liberté de manger du totem et de contracter des mariages à l'intérieur du clan totémique, doivent plutôt être considérés, tout comme le mythe de l'âge d'or, comme des expressions de désir dont la réalisation a été projetée dans le passé. Petit c, les théories psychologiques. La première théorie psychologique que Fraser a formulée avant d'avoir pris connaissance des observations de Spencer et Gillen reposait sur la croyance à l'âme extérieure. Le totem représenterait un refuge sûr dans lequel l'âme serait déposée afin d'être soustraite aux dangers qui pourraient la menacer. Lorsque le primitif avait confié son âme à son totem, il devenait lui-même invulnérable et se gardait naturellement de causer le moindre préjudice au porteur de son âme. Mais comme il ne savait pas lequel des individus de l'espèce animale était ce porteur, il prenait le parti de ménager l'espèce entière. Plus tard, Fraser a lui-même renoncé à rattacher le totémisme à la croyance aux âmes. Lorsqu'il eut pris connaissance des observations de Spencer et Gillen, il formula sa théorie sociologique du totémisme que nous avons analysée précédemment, tout en reconnaissant que le motif dont il déduisait ainsi le totémisme était trop rationnel et supposait une organisation sociale trop compliquée pour être primitive. Les associations coopératives magiques lui apparurent alors plutôt comme des fruits tardifs que comme des germes du totémisme. Il recherchait, derrière ces formations, un facteur plus simple, une superstition primitive d'où il eût pu faire dériver le totémisme. Et il crut l'avoir trouvé dans la remarquable théorie conceptionnelle des Arunta. Les Arunta suppriment, ainsi que nous l'avons déjà dit, le rapport entre la conception et l'acte sexuel. Lorsqu'une femme se sent devenir mère, c'est qu'au moment où elle éprouve cette sensation, un des esprits aspirant à la résurrection a quitté le séjour des esprits le plus proche pour s'introduire dans le corps de cette femme qui le mettra au monde comme étant son enfant. Cet enfant aura le même totem que les autres esprits séjournant dans le même endroit. Cette théorie conceptionnelle est incapable d'expliquer le totémisme, puisqu'elle suppose déjà l'existence du totem. Mais si, faisant un pas de plus en arrière, on admet que la femme croyait dès le début que l'animal, la plante, la pierre, l'objet qui occupait son esprit au moment où elle s'est sentie pour la première fois mère, ont vraiment pénétré en elle pour naître ensuite avec une forme humaine, si l'on admet cela, disons-nous, alors l'identité d'un homme avec son totem trouve réellement sa justification dans la croyance de la mère, et toutes les autres prohibitions totémiques peuvent être déduites de cette croyance. L'homme hésite dans ces conditions à manger l'animal ou la plante totem parce qu'il se mangerait lui-même. Mais de temps à autre, il sera disposé à consommer avec cérémonie un peu de son totem afin de renforcer ainsi son identité avec lui, identité qui constitue la partie essentielle du totémisme. Les observations de Rivers sur les naturels des îles Banco semblent en effet démontrer l'identification directe de l'homme avec son totem sur la base d'une pareille théorie conceptionnelle. La source dernière du totémisme consisterait donc dans l'ignorance où se trouvent les primitifs quant à la manière dont hommes et animaux procréent et perpétuent leur espèce, et surtout dans l'ignorance du rôle que le mâle joue dans la fécondation. Cette ignorance a pu être favorisée par la longueur de l'intervalle qui sépare l'acte de la fécondation de la naissance de l'enfant. Le totémisme serait ainsi une création de l'esprit féminin et non masculin.
Il aurait sa source dans les envies de la femme enceinte. Tout ce qui a frappé l'imagination d'une femme à ce mystérieux moment de sa vie où elle a ressenti pour la première fois qu'elle était mère a pu en effet facilement être identifié par elle avec l'enfant qu'elle portait dans ses flancs. Ces illusions maternelles, si naturelles et semble-t-il si universelles, peuvent très bien avoir été la racine du totémisme. L'objection principale qu'on peut adresser à cette troisième théorie de Fraser est la même que celle qui a été formulée contre sa deuxième théorie, la théorie sociologique. Les Arunta semblent très éloignés des commencements du totémisme. Leur négation de la paternité ne paraît pas reposer sur une ignorance primitive. Dans beaucoup de cas, ils connaissent même l'hérédité en ligne paternelle. On dirait qu'ils ont sacrifié la paternité à une sorte de spéculation, destinée à assurer les honneurs aux esprits des ancêtres. En faisant du mythe de la conception immaculée une théorie conceptionnelle générale, ils n'ont pas fait preuve de plus d'ignorance en ce qui concerne les conditions de la fécondation que les peuples de l'Antiquité à l'époque de la naissance des mythes chrétiens. Le Hollandais Walken a proposé une autre explication de l'origine du totémisme en rattachant celui-ci à la croyance à la transmigration des âmes. Je cite: l'animal dans lequel, d'après la croyance générale, ont passé les âmes des morts devenait un parent de sang, un ancêtre et était vénéré comme tel. Fin de citation. Cependant, c'est plutôt la croyance à la transmigration des âmes qui s'expliquerait par le totémisme et non celui-ci par celle-là. Une autre théorie du totémisme a été formulée par d'excellents ethnologues américains tels que Boas, Hiltou et d'autres. S'appuyant sur des observations faites sur des tribus totémiques américaines, elle affirme que le totem est primitivement l'esprit tutélaire qu'un ancêtre s'est acquis grâce à un rêve et qu'il a transmis à sa postérité. Nous avons déjà fait ressortir plus haut les difficultés qui s'opposent à l'explication des origines du totémisme par la transmission héréditaire individuelle. En outre, les observations faites en Australie ne justifient nullement cette relation générique entre l'esprit tutélaire et le totem. La dernière des théories psychologiques, celle de Wundt, considère comme décisifs les deux faits suivants. En premier lieu, le fait que l'objet totémique le plus primitif et le plus répandu est l'animal, et en second lieu, le fait que parmi les animaux totémiques les plus répandus sont ceux ayant une âme. Les animaux pourvus d'âme, tels que serpents, oiseaux, lézards, souris, grâce à leur grande mobilité, à leur pouvoir de voler dans les airs et à l'autre propriété aspirant la surprise et l'horreur, semblent prédestinés à être les porteurs des âmes ayant abandonné les corps. L'animal totémique est un produit des transformations animales de l'âme humaine. C'est ainsi que, d'après Wundt, le totémisme se rattacherait directement à la croyance aux âmes, c'est-à-dire à l'animisme.